Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. On enregistre aujourd'hui en direct de Magny-Cours et à cette occasion, j'ai la chance de rencontrer Xavier Siméon. Bonjour Xavier. Bonjour Ophélie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors moi c'est Xavier Siméon, pilote belge, 36 ans maintenant depuis quelques jours. Oui, le temps passe malheureusement. Voilà, ancien pilote de moto. J'ai arrêté ma carrière il y a maintenant 2 ans et demi. Champion du monde Superstock 1000 en 2009, champion d'Europe Superstock 600 en 2006, G6 Cup aussi en 2006, champion du monde d'endurance en 2021 avec le CERT. Voilà, les grosses lignes. Ça fait un beau palmarès. Xavier, pour revenir un peu sur ta carrière, sur ta vie, comment elle t'est venue cette passion de la moto ? Elle est venue grâce à mon papa, ou à cause de mon papa, je sais pas, car il avait un magasin de moto à Bruxelles, une concession Suzuki, et donc j'ai baigné là-dedans depuis vraiment tout petit, et je fais de la moto depuis que j'ai 4 ans et demi, donc ça a toujours été vraiment ce que j'avais envie de faire. Tu deviens rapidement champion de Belgique en karting, donc rien à voir avec le deux roues au début. Pourquoi tu as commencé par ce choix de se tourner vers la voiture si tu faisais de la moto depuis que tu étais petit ? Mais en fait c'est tout simple, c'est que j'avais mon cousin qui a été un très grand champion de karting, Jonathan Tonon, et c'était un peu mon idole, j'ai envie de dire. J'étais un peu sur ses traces. Il a que 3 ans de plus que moi, mais il était déjà à un niveau très élevé. Du coup, moi, je voulais faire du kart, je voulais faire de la moto. Au début, je faisais les deux en même temps. Et au bout de 2 ans et demi, 3 ans, mon père m'a dit, écoute, les deux ensemble, ça coûte très très cher. J'ai plus un rond, donc c'est ou l'un ou l'autre. Donc j'ai dû faire un choix et j'ai choisi la moto. Un choix qui a payé finalement. Tu participes au championnat d'Europe de Superstock en 2005, tu remportes le titre en 2006, après tu passes en Superstock 1000 en 2007 et tu vas remporter en 2008 le titre junior. Et en 2009, tu quittes Suzuki. Et là, c'est la consécration. Tu remportes la Coupe du Monde Superstock 1000 avec Ducati, avec 31 courses et un seul abandon sur toutes ces courses qu'on menait à ton titre. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces années Superstock ? Mais pour moi, c'était vraiment des années super. C'était les années où le World Superbike avait vraiment des filières pour atteindre le Supersport et le Superbike. Même si je n'ai pas été en Superbike, c'était des catégories où il y avait vraiment énormément de pilotes talentueux, avec des grosses équipes qui étaient impliquées, dont Alstar. D'ailleurs, je vais revenir à Alstar, qui m'a donné l'opportunité en 2005 de participer au championnat d'Europe Superstock 600 quand j'avais à peine 15 ans. J'étais rentré dans la structure quand j'avais 14 ans. J'avais fait une course du championnat espagnol Supersport avec la moto de Stéphane Chambon à l'époque, qui lui jouait des podiums en World Superbike, en World Supersport. Donc déjà là, ça a été pour moi le tournant de ma carrière en fait, car j'ai été pris sous l'aile de Francis Bata, qui était le big boss du team Alstar Corona Extra à l'époque, qui était vraiment le team emblématique en Superbike et Supersport. Et donc en 2005, première saison en Superstock 600, où je fais, je crois, 5e au championnat, je peux vraiment te souvenir. Et l'année d'après, champion d'Europe, en ayant fait deuxième comme plus mauvais résultat, avec des pilotes comme Nicolo Canepa, qui était mon adversaire principal à ce moment-là. Et puis en Superstock 1000, 2007-2008, avec Suzuki. Et là est venu un peu le couac. C'est-à-dire que je devais aller en Superbike avec le Team Alstar, mais c'était le moment où Corona Extra se retirait de la structure. Du coup, les budgets, c'était plus les mêmes. Et malheureusement, ça s'est pas fait. J'ai pas pu aller en Superbike. Donc du coup, j'ai décidé de rempiler avec Ducati en 2009, où là, j'ai pu être champion. Et là, encore une fois, je devais aller en Superbike, malgré que c'était écrit contractuellement. L'équipe a décidé d'arrêter le projet Superbike en tant que structure officielle. Et c'est là que s'est créé le Moto 2. Parce qu'à l'époque, un pilote qui venait du Catan, c'était quasi inconcevable de passer en Grand Prix, car il y avait les 250.
donc passer aux deux temps. Mais là, comme le Moto 2 se créait, je dis bah c'est ma chance. Donc voilà, j'ai commencé à aller en Grand Prix en 2010 en tant que wildcard. Effectivement, tu pars rouler en Moto 2 avec l'équipe Holiday Vim, avec une Moriwaki. Tu disputes cette année-là 10 courses, tu termines à la 8e place en Angleterre alors que c'est ton année de rookie. Comment ça s'est passé la transition entre le Superstock et le Moto 2? Est-ce que tu en as un souvenir compliqué ou ça s'est fait plutôt facilement pour toi? Ouais, c'était, je vais pas dire assez facile parce que je me battais pas devant directement, mais je me battais pour des top 5, comme tu l'as dit, 8e à Silverstone, dès mon premier Grand Prix qui était au Mans. Ouais, pour moi, c'était un truc, enfin, c'était un moment assez inoubliable car ça a toujours été mon rêve de participer au championnat du monde des Grands Prix. Le fait de le faire au Mans, il y avait beaucoup de public belge, donc il y avait une grosse pression. Je me souviens, j'étais 7e en course et je m'en mets une petite dans la Dunlop, donc pour pas faire les choses à moitié. Mais voilà, après, bah, il y a eu les années qui ont suivi, pas mal d'années en Moto 2, pas spécialement sur les meilleures motos, mais voilà, ça reste quand même une chance exceptionnelle. Ouais, tu roules quand même avec Tech 3 pour 2 saisons, avec le team Stop and Go sur une Calex en 2013, et après tu vas enchaîner avec Grésini en 2014, 2015 et 2016 avec QMMF, il me semble, et tu termines en 2017 avec Tasca Racing, pour revenir sur tous les teams auxquels tu as pu donner de ton temps. Est-ce que c'était compliqué pour toi cet enchaînement de teams différents et pourquoi pas avoir continué avec Tech 3 par exemple au fil des 2 années qu'on suivi ton arrivée? Alors voilà, comme tu dis, j'ai fait 2 années avec Tech 3 et malheureusement, c'était vraiment le moment où on voyait que la différence des châssis qui avaient plus de teams et plus de pilotes commençait à faire la différence, malgré que tout le monde avait le même moteur et les mêmes pneus. Le châssis Tech 3, malheureusement, à ce moment-là, était un peu en retrait. Et comme tout pilote, j'avais envie de tenter, j'avais envie d'avoir le meilleur package pour me confirmer que j'avais le niveau pour me battre devant. Et ça a été le cas en passant chez Stop and Go en 2013. J'ai roulé sur le châssis Calex et c'est là que je fais mon premier podium. J'ai fait beaucoup de top 10 sur la saison. J'aurais pu faire d'autres podiums, malheureusement, il y a eu des chutes. Mais voilà, c'était une confirmation et je me suis prouvé à moi-même que j'avais ma place dans cette catégorie-là. Et après, ça a continué. Et pour revenir aux équipes, en fait, le Moto 2, c'est une catégorie qui est très compliquée. Il y a énormément de demandes de la part des pilotes pour accéder à cette catégorie. Très peu de teams et les teams, malheureusement, des fois sont un peu compliqués à gérer. Et c'est pas toujours entre les mains du pilote la décision, même quasi jamais. Même si on fait des résultats, des fois le côté politique prend plus le dessus que le résultat. Donc voilà, ça n'a pas toujours été évident en Moto 2. Est-ce qu'à l'époque où tu y étais, justement, on sait que maintenant il y a des teams aussi qui fonctionnent sur leurs pilotes avec les pilotes qui peuvent rapporter plus de sponsors, plus d'argent, etc. C'était déjà le cas à l'époque? C'était déjà un peu le cas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grosse structure autour de moi qui était Zelos. Et la chance de rouler dans des teams sans devoir payer. Maintenant, aujourd'hui, c'est très très compliqué. Quasi tous les pilotes doivent amener un budget. Peut-être pas le pilote directement, mais automatiquement, il y a un intérêt financier derrière, avec des investisseurs derrière. Mais voilà, ça n'empêche pas que tous les pilotes qui passent par là sont très 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 talentueux. Ça, effectivement, on le voit avec ce qui monte aujourd'hui en MotoGP. Quand tu roulais avec Tasca Racing Scuderia, c'était une moto qui manquait dans mes souvenirs de développement. Tu te qualifiais très bien, c'était plus dur en course. Comment tu travaillais, toi, justement, vu que tu arrivais à faire des belles choses en qualif, en course pour essayer de compenser un peu ce qui manquait sur la moto? L'année Tasca, c'était très compliqué pour moi parce que j'avais le châssis Calex, donc j'avais une bonne moto. Mais le patron de cette équipe-là, qui était un Italien du Sud, il était assez fou. Et des fois, j'arrivais sur la course et j'avais une nouvelle équipe technique. Et en fait, il prévenait jamais personne. Et ça m'arrivait 4 fois sur la saison. J'arrive sur le Grand Prix. Et il me mettait devant le fait accompli. Et en Moto 2, malheureusement, c'est la régularité qui compte. Tout se joue à coup de centième, à coup de dixième. Et en fait, je vais repartir à chaque fois de zéro. Et en fait, c'était difficile mentalement parce qu'en fait, je m'énervais plus qu'autre chose. Et malheureusement, quand tu t'énerves, t'es pas productif. En tout cas, pas de la bonne façon. Et donc voilà, c'était un peu une année négative sur ce fait-là, malgré que j'avais le châssis Calex et que par moment, quand on touchait le bon réglage, j'arrivais à m'en sortir. Mais quand l'équipe qui malheureusement découvrait la moto et me découvrait moi, ils n'arrivaient pas à mettre le point dessus et c'était compliqué parce que quand tu es face au meilleur pilote du monde, ça se passe pas toujours comme on veut.
Oui, c'est ultra compliqué parce que l'entourage au niveau ingénieur, mécanicien, etc., c'est quand même 50% de ce qui doit aller dans le box. Après cette année un peu compliquée, tu passes quand même en MotoGP chez Avintia. Comment tu as été approché par le team pour monter en MotoGP? En fait, tout s'est fait à travers une personne qui était dans l'équipe, avec qui j'ai toujours eu des très bons contacts et qui voulait absolument m'avoir dans l'équipe. Et le fait, à ce moment-là, d'être belge et d'avoir Zelos comme structure autour de moi ont facilité les choses. Et voilà, c'était certes pas la meilleure équipe du MotoGP. À ce moment-là, Ducati, c'était compliqué. C'était pas la moto que tout le monde s'arrachait en tout cas à ce moment-là. Mais voilà, il y avait cette opportunité d'y aller. Je l'ai saisie parce que je l'avais pas saisie à l'époque quand c'était le moment des CRT. J'aurais déjà pu monter à ce moment-là, mais moi je voulais pas juste rouler pour participer, ce qui était le cas avec les CRT. Voilà, c'était un choix que j'avais fait. Donc là, l'opportunité s'est représentée et on l'a saisie du coup. Tu étais coéquipier avec Tito Rabat à l'époque. Tu marques 1 point cette année-là, ce qui est déjà pas mal vu la Ducati de l'époque, comme tu l'as dit. Comment ça s'est passé l'adaptation de la Moto 2 à une MotoGP pour toi? Est-ce que physiquement c'était plus dur? Est-ce que sur la piste ça a changé complètement tes repères? Donc, comment ça s'est passé? Non, au niveau physique, c'était assez facile. Parce que voilà, en Moto 2, que ce soit en MotoGP, Moto 2, on s'entraîne tous très très fort. Il n'y a pas que le MotoGP s'entraîne plus qu'un pilote Moto 2. Donc physiquement, ça c'était assez facile, j'ai envie de dire. Le plus dur, c'était vraiment de trouver le repère de la limite, parce qu'en MotoGP, l'électronique est hyper importante. C'était déjà l'époque où on commençait à avoir les ailerons, et moi j'avais la Ducati GP 16 qui avait été développée avec les ailerons par le passé avec Andrea Dovizioso. Et pour l'année où je suis arrivé, les ailerons étaient bannis du MotoGP, donc cette moto-là n'avait plus les ailerons non plus. Et en fait, le comportement, c'était pas le même si j'étais jamais très très loin en chrono. Quand tu es face à des Valentino Rossi, Marc Marquez, qui sont sur les meilleures motos du monde, et en plus c'est les meilleurs pilotes du monde, quand t'as déjà pas la meilleure moto, et déjà quand t'as la meilleure moto, c'est pas facile de se battre contre eux. Alors là, c'était encore plus compliqué. Mais ça reste quand même une opportunité incroyable d'avoir été en MotoGP. Et qu'est-ce que tu gardes justement comme moment marquant de cette année en MotoGP? Ton meilleur souvenir ou ton pire souvenir? Enfin, le moment vraiment qui t'a marqué cette année-là? Sincèrement, même si c'était une opportunité incroyable, j'ai pas vraiment de moment marquant positif. Parce que comme je l'ai dit, moi j'ai toujours été un compétiteur. Même s'il m'a manqué de la régularité dans ma carrière à certains moments, j'ai toujours été un attaquant, j'ai toujours eu envie de me battre pour être devant. Et en fait, à ce moment-là, c'était très dur parce que tu savais que tu te levais le matin et qu'au mieux, si tout allait bien, s'il y avait pas de chute, au mieux c'était une 15e place, 14e à tout casser. Il fallait vraiment espérer, je vais pas dire espérer, mais attendre qu'un pilote fasse une erreur pour pouvoir être plus devant dans le classement. Donc en fait, c'était l'année la plus dure psychologiquement pour moi. Parce que voilà, je savais que je remplissais que la grille et en fait c'était très compliqué d'aller chercher de la motivation. Et est-ce qu'à l'époque tu étais encadré? Est-ce que tu avais un manager avec toi ou un coach comme on peut le voir beaucoup maintenant avec tout ce qui entoure maintenant les pilotes? J'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus démocratisé ces dernières années, mais est-ce que toi tu avais déjà cette personne de l'ombre justement qui t'aidait à gérer cet aspect mental qui prend de la place dans la compétition? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, il y avait la structure Zelos qui était mon management à l'époque. Et j'avais un coach physique et mental pour pouvoir m'accompagner dans cette épreuve. Donc déjà à ce moment-là, on était très accompagné parce que finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a que 7 ans. Donc voilà. Mais c'est important d'être très très bien entouré en tout cas. Oui, c'est récent et en même temps, j'ai l'impression que le monde du MotoGP a beaucoup évolué au sein des paddocks. Quel regard tu poses toi là-dessus maintenant que tu en as fait partie et que tu as pris ta retraite du monde de la compétition? Le regard que j'ai, c'est que quand moi j'y étais, c'était le moment où ça commençait l'année d'après, après en 2019, en 2020, c'est vrai que ça a commencé à changer, où il n'y a plus vraiment eu de team satellite. Les usines mettaient les mêmes motos au team, entre guillemets, satellite. Et aujourd'hui, en fait, sur la grille de départ, il n'y a plus de team A ou de team B. C'est toutes des motos qui sont ultra compétitives. C'est pas les motos de 2 ou 3 ans avant. Donc, elles ont toutes la même technologie. Et aujourd'hui, on a des pilotes qui sont hyper talentueux en MotoGP. On voit que les écarts sont ultra minimes. Ça se joue des fois à 4 dixièmes pour rentrer en Q2. Donc, on voit que le niveau des motos est là.
le niveau des pilotes est là. Et psychologiquement, je pense que ça va être encore plus dur parce que voilà, on voit même encore, on voit ici au GP de Catalunya, pour passer en Q2, on voit un Fabio qui est à 4 dixièmes de la pole et qui passe pas en Q2. Donc à l'époque, 4 dixièmes, on était au pire 4 cinquièmes, que là on est 12 13e. Donc psychologiquement, il faut être très très solide et il faut faire ça fois 22 Grands Prix. Et est-ce que tu penses justement avec tous ces changements que la réglementation qui va se mettre en place en 2027 va avoir un gros impact sur ces écarts qui sont très serrés actuellement? Est-ce que tu penses que ça va un peu plus les diluer, Peut-être au début, mais ça va vite redevenir pareil parce qu'aujourd'hui les manufactures, enfin les marques ont vraiment acquis une technologie et l'expérience de ces dernières années. Donc même si ça repart de nouvelles bases, ça va être quand même très très serré. Peut-être un peu plus ouvert les premières courses, mais après ça redeviendra pareil. Après cette année en MotoGP, tu pars en 2019 en Moto-E. C'était la première année du Moto-E, la première année où le championnat se mettait en place. Du coup, tu t'es tourné vers le Moto-E ou c'était vraiment un choix de ta part de te lancer un nouveau défi avec ce championnat? À la base, j'avais 2 ans de contrat avec Avincia, 1 an plus 1 an. Ils ont décidé de ne pas le respecter pour des raisons politiques. J'avais l'opportunité de retourner en Moto2. J'avais fait 7 ans de Moto2 avant et pour moi, j'avais fait mon temps. J'avais plus, je voyais pas l'envie ni la motivation de retourner en Moto2. Le Moto-E se créait et surtout, j'avais l'opportunité d'aller en endurance avec une belle offre et une belle opportunité technique de la part du team Viltaïs, qui était la 333. Et voilà, pour moi, voilà, il fallait un changement dans ma carrière. Je voulais pas revenir en arrière et revivre dans le passé. Donc voilà, pour moi, le Moto-E, c'était une nouvelle opportunité, certes différente, mais où j'ai pris énormément de plaisir, parce qu'en fait, avec l'endurance, c'était hyper complémentaire. Parce que le Moto-E, ça durait 5-6 tours maximum. Il fallait dans le coup directement. T'avais pas le temps de te poser de questions, de dire, ouais, il faut que je prenne le feeling, je fais 3-4 tours, 5-6 tours. Non, là, c'était 5-6 tours en essai libre, 5-6 tours dans la deuxième essai libre, un tour qualif comme le Superbike à l'époque pour la Superpole, et 6 tours de course. Et pour moi, c'était hyper complémentaire avec l'endurance, où il faut justement être dans le rythme dès le moment où on part des box. Il faut dès le premier tour être dans des chronos comme si tu étais en qualif. Et donc en fait, moi j'ai pris énormément de plaisir à avoir fait ce choix et je le regrette pas du tout. Et c'est pas ultra compliqué quand tu passes du MotoGP à des motos qui font 280 kg. Il me semble à l'époque, les toutes premières, ces motos électriques, c'était pas ultra compliqué comme transition? Compliqué non, mais vraiment différent oui. Mais après voilà, on est des pilotes professionnels, on fait ça depuis toujours et on a une capacité d'adaptation qui est assez rapide. On s'adapte très très rapidement. En parallèle de ce championnat, tu pars du coup, comme tu l'as dit, en endurance et tu remportes même le titre avec le CERT. Pourquoi justement avoir fait ce choix de partir en endurance? Mais parce que pour moi, c'était une évidence. Mon papa avait fait de l'endurance à l'époque. Il avait été champion du monde d'endurance en 95. Je parle à la française. Et pour moi, ça avait toujours été un choix évident qu'à la fin de ma carrière, je voulais aller en endurance, je voulais faire les 24 heures du Mans, je voulais faire le bol d'or. Et de plus, je voulais le faire avec le CERT. Donc c'est pour ça que quand je suis allé en endurance, je savais qu'il n'y avait pas de place au CERT. Mais comme je l'ai dit, le team Viltaïs était venu vers moi avec un beau projet technique. Et grâce à eux, j'ai pu montrer mes performances en course. Et du coup, j'ai été approché après par le CERT. Et là, c'est encore une deuxième évidence. Donc j'ai pas hésité une seconde à rejoindre l'équipe Suzuki CERT. Et comment ça s'est passé justement cette saison avec le CERT? C'était génial. Hein. C'est vraiment je pense, ça fait partie des 2-3 meilleures équipes du championnat du monde d'endurance. C'est une équipe qui est légendaire. Et le fait d'avoir roulé chez eux, ça s'est confirmé. Tout le monde dans l'équipe est non seulement très sympa, mais hyper professionnel. Tout est structuré, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Personne se marche sur les pieds. Et sur une course de 24 heures, c'est hyper important, parce que surtout quand il y a des problèmes techniques ou des chutes, on voit que quand il faut réparer la moto, ce sont les plus rapides dans le box. Et je pense que le nombre de titres qu'ils ont à leur actif prouve pourquoi c'est les meilleurs. Et comme je l'ai dit, le fait d'avoir roulé là-bas, ça s'est confirmé. Justement, tu dis que les années se sont très bien passées et effectivement, on le sait, c'est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe d'endurance au monde. Pourquoi justement, du coup, avoir fait ce choix de prendre ta retraite en 2022 alors que tout se passait bien dans ce team? Alors, c'est pas vraiment un choix, c'était plutôt une obligation. Je n'ai jamais vraiment trop parlé, mais voilà, il y a eu des pépins physiques et sous le conseil des médecins, c'était mieux d'arrêter. C'était une décision très dure à prendre parce que c'était clairement pas ce que je voulais.
parce que je pense que je vivais les meilleures années de ma carrière. Mais voilà, le fait d'avoir gagné les 24 heures du Mans 2 fois, d'avoir fait 3 podiums en tout sur 4 participations, d'avoir gagné le bol d'or, le seul regret que je vais garder, c'est peut-être de ne pas avoir gagné les 24 heures de Spa-Francorchamps. Mais ça l'est moins, car comme c'est revenu très très tard, je veux dire, malgré que c'était une course mythique à l'époque, les 24 heures de Spa sont revenus très très tard et ça a un peu perdu de son mythe, on va dire. Et la preuve, c'est que c'est devenu les 8 heures de Spa. Mais voilà, le fait d'avoir pu gagner les 24 heures du Mans 2 fois, d'avoir gagné le bol d'or, ça m'a enlevé tout regret et du coup, je repars avec moins de frustration. Et tu parles de Spa et de Suzuka. Quel regard tu portes sur ces circuits qui ont des réputations d'être des circuits dangereux, sur lesquels le MotoGP ne va plus pour le Japon et ne va pas en Belgique? Est-ce que tu considères qu'ils sont effectivement dangereux ou que c'est la moto, en fonction des types de motos qui roulent dessus, qui rendent la chose dangereuse? Je pense que c'est plus le type de moto qui roule dessus qui rend le circuit dangereux, car le circuit de Francorchamps a vraiment fait des aménagements incroyables au fil des dernières années pour justement améliorer la sécurité. C'est juste que c'est un circuit qui est très rapide. Les motos d'aujourd'hui vont très vite. Ça pèse quand même le poids que ça pèse. Donc en cas de chute, les motos vont très très loin. Mais voilà, je pense pas que Francorchamps soit plus dangereux qu'un autre circuit. C'est juste que c'est un circuit à l'ancienne, ça va très très vite. C'est un des plus beaux circuits du monde, si pas le plus beau. Donc voilà, moi je pense que, et j'espère qu'un jour, si le MotoGP doit venir, le circuit est adapté au MotoGP. S'il ne doit pas venir, je pense que c'est plus une question d'argent et de politique. Tu parlais du physique juste avant. Est-ce que au cours de cette carrière dense sur laquelle tu as eu l'occasion de voir plusieurs championnats, tu as eu des grosses blessures et des gros moments physiques un peu compliqués, mais qui t'ont pas empêché de continuer puisque tu as enchaîné les championnats? Alors j'ai eu des blessures, mais sincèrement pas des grosses. Tu t'es J'ai pas fait plus la clavicule Si, je me suis fait la clavicule en 2008, mais ça m'a pas empêché de rouler parce que je me la casse le samedi matin et je roulais quand même le samedi après-midi parce qu'elle était bien cassée, on va dire. Elle était déplacée, du coup les os ne se touchaient pas entre eux, donc ça me facilitait le mouvement même si ça faisait mal. Ok. À l'époque, on avait la chance d'avoir le docteur Costa qui était le magicien des pilotes. Donc une petite infiltration, une épaule immobilisée. On souffrait pendant 30 minutes, mais ça valait le coup. Du coup, j'avais fait 5e à Misano, je me souviens. Je me suis fait opérer 3 jours plus tard. Alors on m'a mis une plaque. Et une fois que la plaque était mise, l'épaule, c'est comme si elle était neuve. Et d'ailleurs, je l'ai toujours pas enlevé, la plaque. Et j'ai eu plusieurs blessures aux mains, mais des trucs un peu superficiels. Je dirais que je me suis plus fait mal maintenant après avoir arrêté de rouler que quand je roulais au niveau. Oui, parce que tu t'es encore blessé à l'épaule. Tu étais en sortie avec Johan Zarco, il me semble, à vélo. Et tu t'es à nouveau blessé. On a pu voir ça sur tes réseaux sociaux. Et comment tu gérais à l'époque, et encore maintenant, parce que tu te déplaces encore beaucoup, comment tu gérais cet équilibre entre la vie personnelle et la vie de Xavier le sportif? Je dirais que c'est plus difficile maintenant, car c'est un peu plus aléatoire. Au moins avant, c'était très structuré parce que je savais exactement où j'allais pendant la saison. Que maintenant, le fait d'aller moins sur les grands prix, de faire plusieurs championnats et plusieurs rôles, même en tant que commentateur pour la télé belge, pour le Superbike et pour Eurosport, pour l'endurance, je dirais que c'est plus difficilement programmable maintenant que ce que ça l'était à l'époque, parce qu'au moins on savait dès le début de saison où on allait, donc je pouvais vraiment prévoir un calendrier qui était très clair, et en fait c'était facilement gérable. Euh, Aujourd'hui, on a cet aspect un peu nébuleux et flou pour le grand public et même pour des personnes qui travaillent dans le paddock de comment les sportifs dans le milieu de la moto se dégagent un salaire et peuvent en vivre, parce qu'on voit beaucoup de pilotes, bon pas en MotoGP, c'est encore un autre monde, mais en Superbike, en Supersport, même en FSBK en France, qui doivent travailler à côté pour pouvoir continuer à rouler, se financer leur saison. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans cette situation où ça a toujours été quelque chose où c'était facile entre guillemets, sans dire que c'est simple, où tu as quand même pu avoir un salaire et être payé comme un sportif normal, ou à l'époque c'était tout aussi compliqué? C'est clair que c'est très compliqué pour la majorité des pilotes. Comme je l'ai dit, moi j'ai eu la chance d'avoir la structure Zelos avec moi, donc j'ai toujours eu la chance d'être payé pour faire mon travail et ma passion, parce que c'est les deux en même temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit énormément de pilotes qui sont plus obligés de débourser de l'argent, qui sont pas capables de se payer un salaire. Mais ça, encore une fois,
C'est un choix que beaucoup font parce que personne ne se révolte. Malheureusement, il n'y a pas de syndicat des pilotes. Il y a des syndicats pour les teams, mais les teams sont beaucoup plus défendus que les pilotes. Mais voilà, je pense que c'est une idée à penser, que les pilotes se révoltent un peu plus. Parce que clairement, c'est un sport qui est hyper dangereux, comme tu l'as dit. Et pour moi, c'est pas normal que des pilotes ne gagnent pas leur vie en faisant leur métier. Oui, comme dans les autres sports où au haut niveau, les sportifs sont payés. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, on enregistre, on est en 2025, donc comme tu l'as dit, tu as pris ta retraite il y a 2 ans et demi. Qu'est-ce que c'est la vie de Xavier maintenant? Qu'est-ce que tu fais vu que tu n'es plus pilote professionnel? Ah ben c'est différent, hein. Moi, c'est pour ça que je dis que beaucoup de pilotes qui des fois se plaignent que c'est dur les voyages, que c'est dur la moto, que c'est beaucoup de pression, qu'en fait c'est un beau métier. Je pense qu'on a de la chance quand on peut faire en tout cas un sport de haut niveau. Ça reste quand même beaucoup moins difficile qu'un ouvrier qui doit se lever tous les jours à 5h, 6h du matin pour aller travailler jusqu'à 19h. Donc pour moi, ça a toujours été comme je l'ai dit, un métier, mais une passion avant tout, et d'avoir une chance énorme de pouvoir faire ça. Avant de prendre ta retraite, avant de savoir qu'il fallait que tu prennes ta retraite, t'avais pas envie de rouler dans d'autres championnats comme le Superbike et le Super Sport Non, clairement pas. Peut-être un championnat que j'aurais bien voulu faire en même temps que l'endurance, c'était peut-être le Moto America. C'est un championnat qui m'a toujours un peu tapé dans l'œil, j'ai envie de dire. Mais j'étais tellement bien en endurance dans la meilleure équipe qui est là-bas, c'est le CERT. Surtout quand il y a eu l'association avec Yoshimura, on voit que l'équipe a encore passé un cap supérieur en termes de performance. Et l'entente avec mes coéquipiers était juste extra avec Greg et Sylvain Guintoli. Donc non, j'avais en tout cas à ce moment-là pas l'intention de vouloir faire autre chose. Après, peut-être que la vie aurait décidé autrement, mais en tout cas à ce moment-là, j'avais pas envie de faire autre chose. T'aurais pu aller jouer des coudes avec Valentin Debise aux États-Unis. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu travailles pour la télé belge. Tu fais pas que ça. Tu étais l'année dernière avec Émilie Bondy qui est en mondial et t'accompagnes aujourd'hui Justine Peudemont qui est en FSBK en 600. T'as travaillé avec Barry Baltus. Est-ce que pourquoi cette volonté d'accompagner des pilotes et d'être avec eux sur les grands prix, les courses pour les pousser au plus haut niveau? Mais en fait, c'est venu c'est venu avec Barry. Au tout début, il venait souvent s'entraîner avec moi à Andorre pendant l'hiver. Et il m'avait demandé à l'époque de l'accompagner quand il était un peu dans le mal dans ses premières années Moto 2. Et donc voilà, moi je l'accompagnais parce que j'ai toujours été du principe que s'il voulait que je l'accompagne, c'est parce que vraiment il en avait envie. Je veux pas qu'on m'impose, ni qu'il se sente obligé de m'avoir avec lui, parce qu'il y a rien à faire, hein. Dans le sport de haut niveau, il faut qu'il y ait une alchimie qui soit parfaite si on veut que si on veut qu'il y ait de la performance. Et donc j'avais fait une course ou deux avec Barry, puis ça s'était super bien passé, puis c'est devenu plus officiel après que j'ai arrêté ma carrière. Je le faisais à travers Zelos, qui est aussi la société de management de Barry depuis qu'il est tout jeune. Et voilà. Ici, maintenant, avec Barry, on est arrivé à un point où, sur les courses, en tout cas, j'avais plus grand chose à lui apporter parce qu'il est dans une structure qui est maintenant fantique, qui gère les choses à la perfection. Et ça se voit dans ses résultats aujourd'hui. Il a attrapé une maturité qui est juste impressionnante. Et il arrive à montrer tout son potentiel. Donc, pour moi, c'est une grosse fierté de le voir devant aujourd'hui. Et pour revenir à Émilie, oui, je l'ai accompagné lors de la première partie du championnat World WCR, plus quelques courses quand elle était en championnat de France Women's Cup. Malheureusement, ça s'est moins bien passé avec elle. Et voilà, ça s'est terminé. Et puis à travers Florian Marino, qui était mon coéquipier quand j'étais chez Viltaïs, qui lui s'occupe de Justine Peudemont depuis plusieurs années. Il m'a contacté pour voir si j'étais prêt à m'occuper de Justine, en tout cas lui filer un coup de main, parce qu'elle faisait sa première année en 600. Et comme lui, il n'avait pas plus le temps de s'en occuper à plein temps comme il le faisait, dû à son job avec Alex Lowe en Superbike, plus son contrat de pilote avec l'endurance. J'ai dit ok, je veux bien et accompagner Justine, seulement si elle en ressent le besoin. On a fait une première course, une deuxième course, ça s'est bien passé, puis me voilà, on est encore là. T'as pas cette envie de monter une école comme on peut beaucoup le voir, comme des pilotes avec une très belle carrière comme la tienne le font pour accompagner les futures générations? Là, tout de suite, non. Je me sens pas encore prêt à avoir ce rôle de m'occuper que des jeunes de manière officielle où c'est moi vraiment qui m'en occupe. Certes, j'aime apporter mon expérience aux jeunes pilotes.
à travers l'académie qui est en Belgique aussi, où il y a 3-4 jeunes pilotes qui sont, je l'espère en tout cas, sur la voie du MotoGP. Tu travailles toujours avec Zelos du coup aujourd'hui. Pas de manière officielle, mais voilà. T'as un œil sur ce qui se passe. Dans le Zelos, ça fera partie de moi toute ma vie. Et quoi qu'il arrive, même si de manière officielle, je travaille plus pour eux, je ferai toujours en sorte que tout ce qu'ils font puisse arriver à terme. Et voilà. Maintenant, ce que j'aimerais bien, et ici à travers la société Track, comme tu peux le voir, c'est d'apporter mon expérience à des jeunes pilotes qui roulent déjà dans des catégories un peu plus élevées, avec des 600, des 1000, et des pilotes amateurs qui roulent très vite sur circuit, mais qui n'ont pas la technique nécessaire pour aller chercher les derniers dixièmes qui sont durs à aller chercher sur circuit. Et moi, j'ai envie d'apporter mon expérience de pilote de MotoGP, d'endurance, de Moto2, et de leur donner cette technique et de leur donner la capacité de rouler vite sur circuit en ayant l'impression d'aller moins vite. Et justement, avec ce regard que tu peux avoir, cette expérience que tu peux donner à des jeunes pilotes, et avec le fait que maintenant tu connais très bien le championnat FSBK puisque Justine y roule, est-ce que tu penses que ce type de championnat peut suffire ou que c'est indispensable pour les pilotes d'aller rouler en Espagne comme beaucoup le font? Je pense que clairement l'Espagne montre que c'est vraiment l'antichambre si on veut devenir un pilote qui rêve d'aller en tout cas en MotoGP ou dans les catégories comme le Supersport, le Superbike. On voit clairement que la mentalité, l'approche des pilotes espagnols, ou en tout cas du championnat espagnol, est différente des autres championnats. En FSBK, il y a certes des très bons pilotes, mais je pense qu'il n'y a pas encore la mentalité vraiment qu'on peut avoir en Espagne. On le voit, beaucoup de pilotes qui sont devant le championnat de France, quand ils vont en Espagne, ils ont un peu plus de mal, dans toutes les catégories que ce soit. Donc je pense clairement qu'aujourd'hui, et on le voit même avec les Italiens, si ils veulent performer, ils vont en Espagne, et ils deviennent bons que quand ils vont rouler en Espagne. Pourquoi? Certainement parce que c'est des championnats qui sont directement liés avec la Dorna, et il y a vraiment tous les meilleurs jeunes du monde entier qui roulent là-bas. Et j'ai une dernière question pour toi. Ceux qui écoutent le podcast depuis un moment le savent, ça me tient beaucoup à cœur de suivre l'évolution des femmes dans le milieu de la moto. L'année dernière, on en a parlé rapidement en parlant d'Emilie et de Justine qui est présente ce week-end pour ce championnat. Le championnat du monde moto féminin a été mis en place. Quel regard tu portes sur ce championnat? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou qu'elles auraient dû être plus accompagnées dans le fait d'aller rouler dans les championnats où les hommes roulent déjà? Moi, je pense que c'est une bonne chose. On voit que dans tous les sports, les femmes sont séparées des hommes. Même si la moto, je pense que c'est assez particulier, où c'est vrai que le physique est hyper important, mais les femmes sont capables de se battre face aux hommes. Mais voilà, je pense quand même que c'est très bien d'avoir créé cette catégorie du World WCR, parce qu'il n'y a rien à faire. Physiquement, un homme, c'est plus fort qu'une femme. Il y a des capacités en plus, donc un homme arrivera, je pense, toujours à faire plus qu'une femme. Et pour moi, je pense que c'est une belle vitrine pour les mettre en avant, et j'espère qu'il y aura d'autres catégories à l'époque uniquement pour les femmes. Pour finir, Xavier, c'est quoi l'avenir pour toi aujourd'hui? L'avenir, j'ai pas regardé dans la boule de cristal ce matin, mais il y a de beaux projets en cours, et j'espère que ça aboutira. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, j'aime énormément commenter les courses. J'ai pris énormément de plaisir avec Warner Bros. De faire les interviews des pilotes avec qui je roulais avant dans la pit lane. C'est quelque chose où je prends vraiment énormément plaisir lors des 24 heures du Mans, le Bol d'Or, les 8 heures Suzuka ici dernièrement, et de commenter aussi les courses Supersport, Superbike à la télé. Je sens que j'adore vraiment faire ça, donc j'espère que l'avenir ce sera là-dedans certainement. Xavier, est-ce que avant qu'on clôture cette interview, il y a un sujet, quelque chose qui te tient à cœur et dont tu aimerais parler? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Et ce que j'aimerais, c'est que Justine, dont je m'occupe, puisse montrer elle aussi son talent ici lors de sa wildcard en World WCR. J'ai une dernière question pour toi, qui est la question bonus un petit peu qu'un membre du podcast m'a demandé de te poser. C'est qu'est-ce que tu penses de Balaton Park? J'ai un peu un avis comme Marc Marquez, très positif, c'est-à-dire que certes c'est pas comme les autres circuits, mais il faut des circuits différents. Et quand c'est nouveau, on est toujours très critique, mais après on s'y habitue et finalement on commence à bien aimer. Donc je pense que ce sera la même chose pour Balaton Park. Où est-ce que les personnes qui écoutent ce podcast peuvent te suivre s'ils ont envie de voir ce que tu fais de ta carrière aujourd'hui? Je reste encore actif sur les réseaux sociaux, même un peu moins qu'avant.
Mais voilà, sur mon Instagram, mon Facebook, il y a toujours moyen de me suivre. Merci beaucoup Xavier pour le temps que tu m'as accordé. En attendant, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming et sur YouTube. Xavier, je te dis encore une nouvelle fois merci et à très vite. À très vite Ophélie et à très vite tout le monde.